recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité nous accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. Il a décidé, contre l'avis de son parti et même de son président, de quitter l'Union sacrée pour la nation. Qu'est-ce qui se passe exactement alors que Moïse Katumbi Tchapoe hésite encore ou consulte? Ça dépend. Lui, étant membre de ce parti politique, a tout simplement décidé de claquer la porte, prenant des coups son parti et son président. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il nous parlera de ça. On reviendra également sur plusieurs autres questions d'actualité, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la République, avec ce qui s'est passé à Bukavu et des bruits qui annonce déjà des complications sécuritaires aussi dans la province du Nord Kivu. Notre invité, vous l'avez certainement compris, Mike Mukeba Inkosso. Honorable Mike, bonjour. Bonjour Pero Loira. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur le plateau. Bienvenue. Un plaisir partagé d'être reçu par un journaliste à l'esprit libre, indépendant. C'est une denrée rare en République démocratique du Congo. Ah oui, bon, attendez, si je ne commente pas, merci Mike Mukeba. Parlons justement des journalistes. J'étais vu ce week-end à la marche que les journalistes ont organisée pour un confrère, Patrick Lokala. Je me suis dit, mais vous êtes parti du journalisme et le cœur bat toujours pour les journalistes, ou vous êtes descendu dans la rue pour défendre plutôt les valeurs et les idéaux? Je suis un ancien journaliste, c'est là que j'ai passé la grande partie de ma vie, de ma carrière, dont mon corps continuera toujours à battre pour le journalisme et tout ce qui s'y déroule. Mais aussi, si j'ai été présent à cette manifestation, c'est au nom de l'idéal démocratique, au nom de la liberté d'expression. Je ne peux pas, moi, accepter que sous le règne Union sacrée, régime UDPS, qu'un journaliste soit envoyé en prison pour ses écrits, pour ses publications, pour ces prises de position. Je ne peux pas. C'est une question de principe. On me dira ensuite qu'il a été poursuivi pour imputation dommageable. Parce que c'est la question que j'allais poser. Oui. Il est poursuivi. Mais nous sommes... fait des droits communs. Vous le savez. Rien à voir avec son travail, c'est des facteurs. De fait des droits communs. Je crois que nos amis de l'UDPS, quand ils étaient de l'opposition, avaient déjà à l'esprit ce qu'ils allaient faire, quel appui, quel levier sur lesquels ils allaient appuyer pour faire avancer la démocratie, l'état de droit. Mais entre autres ces leviers, il y a la dépénalisation du délit de presse. À moins que les amis de l'UDPS ne comprennent pas que c'est un enjeu, un levier important, que si jamais il les mettait en œuvre, ce serait un point de plus, un grand point à l'actif du chef de l'État à la fin du mandat. J'ai l'impression que des gens arrivent ici au pouvoir sans un tableau de bord. Ils tâtonnent. Quand ils disent état de droit, ils ne comprennent pas sur quel levier appuyer. Il y a un combat qui a commencé depuis plus d'une décennie sur la dépénalisation du délit de presse, en contrepartie d'une responsabilisation totale des journalistes. Mais je ne sens pas l'UDPS engagé dans ce combat. Elle a encore ce discours plus ou moins irresponsable pour dire c'est pas nous, c'est une affaire de droit commun. Non, droit commun quand il s'agit de non-journalistes. Mais pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer la liberté de presse, il nous faut parvenir à cette dépénalisation. Malheureusement, j'ai l'impression que ceux qui sont aux affaires en responsabilité aujourd'hui n'en cernent pas le contour et les enjeux. C'est dommage. Mike, ce qui fait encore mal dans cette affaire, c'est que c'est une affaire journalistico-journaliste, si je peux le dire comme ça. C'est un confrère qui fait arrêter notre confrère. Et vous vous dites, ça c'est un scandale, ça ne peut pas se passer. J'ai dit d'abord qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'UDPS au pouvoir, nous devons nous attendre à ce que les combats sur la dépénalisation du délit de presse avancent. Sinon, alors l'UDPS elle-même, elle n'a pas bien assimilé ce qu'elle entend, ce qu'elle présente comme état de droit. Ça, c'est une question de philosophie et en ce qui concerne l'état de droit. L'état de droit repose sur quoi?
Quels sont ses principaux piliers? C'est la dépénalisation du délit de presse, et ainsi de suite. En état de droit, il n'y a pas d'outrage au chef de l'État. Donc, il faut réformer notre code pénal. Je n'ai pas encore senti chez nos amis des DPS une volonté, une vision claire sur la réforme de notre code pénal. Vous savez que la législation à la matière dit imputation de dommageable, diffamation, qu'importe si c'est la vérité ou pas, mais pour peu que l'intéressé se plaigne, que tu as attenté, tu as touché, porté atteinte à sa dignité, tu es passible de peine, tu es donc poursuivable. Donc c'est un peu ça. Et ensuite tu me dis, un journaliste, mais moi j'ai cru entendre, et j'ai pas vu le ministre Augustin Kibasa démentir, des journalistes dire que cette arrestation est liée à l'affaire RAM. Et que celui qui se présente comme le peignant aurait bénéficié d'un parrainage politique à un niveau donné. Il n'est qu'une simple marionnette. Qu'une simple marionnette. Et je ne le vois pas avoir la puissance, je sais comment ça se passe dans la justice congolaise, je ne le vois pas avoir la puissance d'actionner tout un parquet général. Lui, c'est lui-là. Et c'est l'occasion aussi de revenir sur un autre aspect de cette question. C'est que notre justice est trop exagérément oppressive. Ça aussi, c'est un autre aspect d'état de droit que nos amis de l'UDP doivent prendre en compte. En matière pénale, on dit que la liberté est la règle, la détention est l'exception. Chez nous, c'est tout le contraire. Kofi Olomide est poursuivi en France pour des faits graves, agression sexuelle sur 4 femmes. Le ministère public a requis 8 ans de prison. Mais il est en liberté, il comparaît en prévenu libre. Pourquoi Lokala, qui est poursuivi pour imputation dommageable, dont la peine maximale est de 12 mois, doit-il faire la prison? Est-ce que vraiment il y a des craintes qui s'enfuient pour le mettre en prison? Est-ce que les faits sont si graves pour que le parquet général, près la cour d'appel de Matisse, décide de sa détention? Est-ce que Kalula peut au jour d'aujourd'hui venir là, argumenter, démontrer qu'il y a vraiment des raisons pour que le Kala aille en prison et qu'il comparaisse en détention? C'est exagéré. Kofi Olomide, agression sexuelle, 4 femmes plaignantes. Ici, imputation dommageable. Mais ce qui est dommage, peut-être que le chef d'État n'y prête pas attention, il est sûrement déjà préoccupé par tant de problèmes au niveau où il est, mais tout ce qui s'est fait là est mis à son actif. À la fin de l'année, Human Watch Watch comptabilisera que sous les règnes de l'UDPS, on réduit les espaces de liberté. C'est dommage, c'est ça la réalité. C'est dommage. Patrick Lokala qui a donc été transféré ce week-end, le samedi dernier à Makala. Donc, au moment où nous parlons, les confrères logent donc à la prison centrale de Makala. Patrick, on est d'accord avec toi. Nous voulons te réexprimer notre solidarité et notre soutien. Sois fort. C'est une épreuve dure, certes, mais ça passera. Puisqu'on parle de la justice, avant que je revienne sur Mike Mukeba Nkosu, je voudrais préciser quelque chose qui a été dit sur mon plateau. Quelque chose qui a été dit sur mon plateau la semaine passée, dans l'affaire Lobo. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de Congolais qui se posent des questions sur ce qu'est devenu l'affaire Lobo. Si vous ne le savez pas, Lobo, c'est donc ces collaborateurs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a été arrêté pendant quelques jours, envoyé à Makala, qui est ressorti. Beaucoup de Congolais se posent des questions sur ce qui devient l'affaire Lobo, et certains le mettent même dans le lot des privilégiés du régime Tshisekedi. Eh bien non. On en a parlé la semaine passée. Je révérifiais parce que j'ai reçu des coups de fil. L'affaire Lobo a véritablement été appelée au tribunal des grandes instances de la Gombe ici. Lobo a comparu et il a été déclaré innocent des faits qui étaient mis à sa charge. Donc, Bana Lelo Banego, Namaramba Lobo, Toye Bake, Lobo, Oyazara, collaborateur au président Tshisekedi, Bamemare est en prison. Quand il est sorti de la prison, ce n'est pas une affaire qui est restée en suspens. Monsieur Lobo a comparu. Son affaire a été donc appelée, il a été jugé valablement au tribunal des grandes instances de la Gombe ici, et Lobo a été déclaré innocent. Donc, les loto Loba Souteo, Totani était ni Longondo, Totangi Lobo, non, l'affaire Lobo, c'est une affaire définitivement close parce que l'homme a été devant son juge, un tribunal dûment constitué a étudié la question de l'affaire Lobo et Lobo a été déclaré innocent des faits qui étaient mis à sa charge. Donc il a un jugement sur la question. Banalelo, l'affaire Lobo est donc clos. Lobo est innocent, il a comparu. Alors Mike Mukeba, je reviens vers vous, je reviens sur la politique. Vous avez décidé de quitter l'Union sacrée contre l'avis de votre président Moïse Katumbi, contre l'avis de votre parti Ensemble. Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à claquer la porte de l'Union sacrée
créé par M. Tshisekedi, le président de la République. Un petit commentaire à Falobo. J'aimerais dire deux choses. D'abord, je m'interroge sur la compétence du tribunal. Je ne sais pas si Lobo, en tant que conseiller du chef de l'État, doit être jugé devant le tribunal des grandes instances ou devant la cour d'appel. Je m'interroge. Ce que je me demande, je passe sous le contrôle de juristes, s'il ne bénéficie pas de privilèges de juridiction. Non, Mike. Et je remarque que ça s'est fait sans publicité. Non, sans publicité, merci beaucoup, alors que c'est très tapageur quand il s'agit de Matata. Non, sorry. Je remarque que chez lui, ça s'est fait presque en catimini, c'est tout. Non, mais. Non, je t'en prie. L'homme a été innocenté. Oui, ok, d'accord. Laissez-moi donner l'information. Oui, bah ouais. Peut-être que toi-même, tu n'avais pas cette information. Juste deux observations. Toi-même, tu n'avais pas cette information. Non, juste des observations. Quant à la compétence du tribunal, les juristes nous fixeront. Et ensuite, je remarque que ça s'est fait sans publicité. J'ai dit, ok. Pendant que c'est très tapageur quand il s'agit des Matata, des caméras, c'est tout. C'est une observation d'un homme politique. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais sur la question, j'ai quand même des extraits parce que j'ai été au greffe des TGI ici à la Gombe. J'ai la preuve du jugement innocentant, monsieur. Oui, j'ai fait juste deux observations sur la compétence du tribunal et sur le fait qu'il n'y a pas eu de publicité. Bon, là, on va pas rentrer dans la c'est tout. Au moins, les Congolais retiendront qu'il y a eu Mike qui avait à ce moment-là fait deux observations. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Donc, la question... Je reviens sur l'Union sacrée. Pourquoi décider de claquer la porte de l'Union sacrée en ce moment? Donc, depuis 1 ou 2, 3 semaines, c'est une question de conviction. Je me retrouvais chaque fois en porte-à-faux parce que je ne savais plus prendre position quant à la marche du pays. J'avais déjà cessé de croire à l'Union sacrée suite à certains actes qui sont posés là-dedans. Mais je ne pouvais pas continuer tout le temps à me sentir embarrassé. J'ai dit, bon, puisque ça traîne au niveau de mon parti, je prends mes responsabilités. Comme ça, je reprends ma liberté de parole. Vous n'allez pas me demander, moi, Moukébaï, de me taire sur le rame. Ça touche à la vie des Congolais directement. Non, mais c'est pas l'Union sacrée qui a mis en place le RAM, non, Mike. Non, le RAM est porté par l'Union sacrée. Il est porté par la coalition qui est au pouvoir. Kibasa a été interpellé et vous avez remarqué que le système, que le régime l'a protégé, qu'il est réparti de là sans aucune sanction. Une autre question que je vais poser, puisque tu parles de RAM. L'initiateur, l'auteur de la question orale avec débat, a demandé à la conclusion, dans ses conclusions, la mise en place d'une commission d'enquête qui devra aller enquêter au niveau de l'ARPTC. A-t-elle été déjà mise en place? Vous pensez que cette commission travaillera, qu'elle amènera des résultats concrets? Donc vous voulez dire quoi? Vous quittez l'Union sacrée à cause du RAM? Pas seulement du RAM, c'est une explication sur tant d'autres. Regardez déjà ce qu'il y a comme problème, ce qu'il y a de paradoxal dans cette affaire de RAM. En principe, le chef d'État aurait dû depuis le début, façon de parler, hein, il va voir par quel mécanisme légal, législatif le faire, ou c'est lui, ou c'est l'Assemblée nationale qui le fait. Il aurait dû depuis détacher l'ARPTC de la présidence pour qu'elle soit gérée peut-être au niveau du gouvernement ou à un autre niveau, mais en tout cas pas au niveau de la présidence. Pourquoi? Le paradoxe c'est lequel? C'est que le chef de l'État, lui, il est irresponsable en ce qui concerne la gestion de l'État. Il ne répond pas de la gestion de l'État. C'est seul le Premier ministre qui répond devant l'Assemblée nationale. Alors comment vous rattachez à une institution irresponsable en ce qui concerne la gestion? Elle donc ne peut pas rendre compte, mais vous lui rattachez une instance importante qui gère les licences de télécommunications, c'est en dizaines de millions de dollars, qui gère les codes 243. Ce paradoxe-là. C'est d'abord ça la question fondamentale. Le simple fait d'avoir maintenu l'ARPTC à la présidence de la République montre qu'il y a eu une idée, je ne dirais pas agenda caché, mais quelque chose qu'on n'a pas dit aux Congolais. On aurait dû. Si c'est tard, il faut le faire aujourd'hui. Est-ce que le chef d'État est prêt à le faire? Alors, je devais moi prendre mes responsabilités à ce niveau. Vous pouvez vous imaginer que des populations auxquelles l'État ne donne rien, c'est une obligation de l'État que de fournir des services sociaux de base à la population. L'eau, l'électricité, les routes, ainsi de suite, hôpital, ainsi de suite, soins de santé. Ce n'est pas fait à ces jours. Ce n'est pas fait. Nous ne fournissons rien aux Congolais. Surtout les millions d'entre eux qui sont dans le milieu rural. Ils ne reçoivent rien. Mais quand ces pauvres Congolais, au forceps, à la force de ces biceps, ces bas, et ces pauvres pêcheurs, qu'il arrive le soir à avoir un petit butin de 2-3 poissons, qu'il les vend, vous venez frapper à son porte-monnaie, vous prenez son argent avec les rames.
Vous pouvez m'expliquer ça? Cette pauvre maman qui se débrouille prend un lopin de terre et va trouver, je ne sais où, quelques grains de maïs. Et à la fin, quand elle écoule sa petite production, sa moisson, vous venez le frapper à son bas de laine, rame. Au nom de quoi? Pendant ce temps, vous demandez la réduction du temps de vie des institutions, personne n'est prêt à concéder un seul sou. Échec total. Il faut en prendre chez les pauvres. Et aux riches, il faut en donner davantage. Ça, je ne partage pas. Aux riches, aux députés qui est déjà grassement, comme moi, grassement soigné par l'État, encore donation sans contrepartie, palissade. Et il faut en prendre aux pauvres. Et c'est aux pauvres qu'il faut toujours demander des sacrifices. S'il y a sacrifice à consentir, il faut que ces sacrifices soient répartis équitablement du chef de l'État aux derniers de Congolais. Pourquoi nous voulons l'imposer toujours au plus grand nombre, au plus grand nombre, ceux-là qui sont démunis? Tu sais, il y a une leçon que j'ai appris, et je crois que c'est là, j'ai dit chapeau bas pour Katumbi, c'est la justice distributive qui défend tous les jours. Ouais, ok, le revenu national est maudit, qu'il est petit, mais comment vous répartissez ces revenus nationaux? Vous les répartissez 70% pour les plus pauvres, les nantis, ceux qui sont dans les institutions, 30% pour le reste de la population. C'est injuste. Et ça, Félix Tshisekedi n'a pas pu le renverser, et je ne suis pas prêt à continuer à les suivre. Il a échoué dans le combat de la réduction des temps de vie de l'État. C'était un combat déterminant pour la réussite de son mandat. Il a reculé face au chantage de cette majorité composite qui n'a aucune conviction. Il devait y aller jusqu'au bout. C'est dommage, c'est cela. Il faut savoir prendre des risques en politique et j'ai remarqué qu'il n'a pas pu le faire, je suis désolé. Alors, plutôt que d'être dans une situation d'attentisme et embarrassé, à chaque fois j'ai dit, en attendant que mon parti se prononce, je prends ma liberté. Je prends ma liberté, je m'assume. Mais je veux quand même avancer d'autres explications. L'union sacrée telle qu'elle se présente, tu l'as déjà vu quelque part s'asseoir, faire asseoir ces sociétaires. Non, parce que c'est la question que j'allais poser, j'allais me dire. Faire asseoir ces sociétaires. Si on pouvait être juré à l'interne. Mais via quelle structure? Via quelle structure? Une coalition majoritaire, ça signifie une vision à matérialiser par un programme. Un programme suppose des réformes. Avez-vous un jour l'Union sacrée réunir ces sociétaires pour dire voilà les réformes fondatrices majeures? Non. Quand vous avez adhéré à l'Union sacrée, vous savez qu'il n'y avait pas de charges. Laisse-moi avancer. Nous avons été pris par l'élan de l'action. À la création de l'Union sacrée, la préoccupation avait été de mettre Joseph Kabila de côté. À l'époque, si nous avions élevé la voix pour demander de nous asseoir et de réfléchir autour de ces questions, ça aurait été pris pour des prétextes. Ce sont des prétextes, en fait, ils veulent des postes. Mais une fois que l'Union sacrée s'est installée, nous aurions dû, en ce moment-là, nous asseoir. Moi, j'ai été assez compréhensif. À chaque fois, j'ai dit, ok, allons-y, même sans structure, ainsi de suite. Mais alors, à un moment donné, ça commence à aller dans tous les sens. Où sont les réformes Union sacrée, estampillées, claires? Nous allons là vers la perspective, nous place au jour d'aujourd'hui, à l'horizon. Là, il y a une loi majeure qui va déterminer l'avenir de la République démocratique du Congo dans 2 ans. C'est la loi électorale. Quelle est la loi électorale version Union sacrée? Celle qui a été discutée, concertée pour que nous nous mettions d'accord. Pas tous, nous ne cherchons pas l'unanimité. Comment le plus grand nombre s'accorde sur ce projet-là? Il n'y a pas de discussion. Irons-nous aux élections, à l'élection présidentielle à un tour ou à 2 tours? Est-ce que ces débats-là, tu l'as vu? Tu l'as vu commencer? Personne n'en veut. Parce qu'il y a ceux qui pensent être les plus forts dans l'Union sacrée, qui ont déjà une idée de ce que sera cette élection et qui vont imposer leur vue le moment venu. C'est pas ça, cette Union sacrée que moi j'attendais. Mais de l'Union sacrée maintenant, celle à laquelle moi-même j'ai participé, l'Union sacrée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qu'est-ce qu'elle a donné? A-t-elle existé en 7 jours? On va parler de ça quand on parlera de ça. Non, ça je parle de l'Union sacrée. Tu t'imagines qu'un jour, le président Jean-Marc Kabound fait une déclaration, il dit la ville n'est pas gouvernée. Finalement, il l'a dit, c'est bien, donc il nous a compris, et c'est une perche qu'il nous tend. Nous, le petit groupe que je considère comme le petit village de Gaudois, de députés Union sacrée Kinshasa, nous avons tout de suite rebondi 3-4 jours après pour répondre à son appel. Nous avons considéré ça comme un appel. On a dit, ok, qu'on était disposé à développer des synergies. Nous l'avons appelé, nous avons sollicité une demande d'audience formelle, demande d'audience déposée à son bureau. Vous lui avez à ce jour, écrit, à ce jour, il ne nous a jamais reçus. Et c'est ça l'Union sacrée.
Je parle maintenant de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale de Guinée. À ces jours, même là aussi, il n'y a pas de cadre de concertation, il n'y en a pas, c'est même encore pire, mais je te donne un exemple. Cet appel auquel nous avons répondu du président Jean-Marc Abound, et à ces jours, il nous a jamais répondu. Jamais, jamais. Ben alors, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Soyons sérieux entre nous. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? En fait, c'est un leurre qu'on présente à la population. En réalité, chacun se débrouille qui mieux mieux. Et il y a trop de calculs personnels dans cette affaire. Je suis désolé, je ne peux pas continuer. J'ai donc pris mes responsabilités. Et je crois que le président de mon parti le sait et le savait, parce que je lui avais dit cela quasiment à demi-mot quand il m'a reçu. Le secrétaire général de mon parti est davantage informé là-dessus, en tout cas avant que je ne prenne ma position. Donc ma position est celle-là, je ne suis plus membre de l'Union sacrée. Si c'est fait que demain, mon parti se maintient dans l'Union sacrée, ça signifie je reste, je ne claquerai pas la porte de mon parti, j'ai confiance à mon chef. Je vois l'avenir de la République démocratique du Congo à travers son combat. Non, il faut aller jusqu'au bout, non? Non, attends, j'ai pas fini. Ensemble, qui est dans l'Union sacrée, c'est aussi simple que ça. Je vais rester dans mon parti et je ne m'associerai jamais, en tout cas pas du tout, aux activités de l'Union sacrée. D'ailleurs, tu le sais, depuis quelques semaines, j'ai levé une option. Le plus grand travail auquel je consacre maintenant mes efforts, c'est de implanter mon parti sur terrain. D'aller vers le Congolais, en fait, de me lancer déjà dans la préparation de 2023. Donc le reste ne me regarde pas. Mais je te préviens ici, je pourrais être surpris par les autorités de mon parti, mais l'option la plus probable, c'est notre départ. En réalité, la cohabitation n'est plus possible. Il faut tirer les conséquences. Ça, c'est vraiment confirmé ce qu'ils ont toujours dit, que tu es un gars incontrôlable, indiscipliné, qu'on ne peut pas gérer. On prend son propre président des cours. On dit que si le parti reste à l'Union sacrée, moi je prendrai plus part aux activités de l'Union sacrée. Mais attendez, la discipline du parti, la loyauté, le sérieux, ça vous dit absolument rien. La discipline des partis, c'est pas le Pro-Louara qui la détermine, elle est déterminée au niveau de mon parti. Tu n'as pas entendu mon parti se plaindre de moi ici. Tout ce qui est insolite, c'est que je fais quelque chose de non classique. Mais ça reste dans les normes. Ça reste dans la droite ligne de mon parti. Mais ce n'est pas classique. Hein. Et la politique sur terrain, quand on se bat comme vraiment la politique pure essence, hein, c'est pas classique comme tu le lis dans des bouquins. Et c'est ce que je fais. Tu n'as pas entendu la hiérarchie de mon parti se plaindre de moi. En tout cas pas. Je suis dans la ligne du parti. Et je te préviens que la probabilité est au départ. Les partis en pleine consultation, les partis n'ont pas encore décidé. Mais oui, mais c'est pour les partis n'ont pas encore décidé. Et au nom de l'esprit d'équipe, au nom de la discipline du parti, je pense que l'honorable Mike Moukeba, il n'avait qu'à attendre la ligne de son parti. Ok, je t'ai répondu. Quitte à prendre la décision après le parti a décidé. Moi, je ne parle pas avec mon parti. Mais de là à prendre le président du parti des cours, ça manque quand même un peu de sérieux, ça manque un peu de discipline, ça manque un peu de loyauté à Moïse Katumbi. Je t'ai dit que simplement, ce qui te surprend, que tu trouves d'insolite, c'est que ce que j'ai fait n'est pas classique. Et quand on est en politique sur terrain, dans un combat, on ne va pas d'abord recourir au bouquin de Sciences Po pour savoir comment j'agis. On agit comme animal politique sur terrain. C'est pas classique, mais ça ne m'a pas attiré de la réprobation de la part de ma hiérarchie. Donc c'est réfléchi. Et peut-être qu'il y a une certaine complicité dans ce que je fais avec ceux qui sont censés me conduire à la tête de mon parti. Bon, tu sais jamais, on est en politique, hein, tout le coup. Vous regrettez le fait d'avoir accompagné Tshisekedi dans l'Union sacrée? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je le reprendrais, je le referais, puisque à l'époque, nous avions... Sans précaution comme vous l'avez fait là. Non, si, parce qu'il fallait le faire en ce moment-là. À l'époque, l'objectif, c'était de mettre Kabila de côté. Et nous l'avons réussi. Nous avons réussi à mettre Kabila de côté. Et cet objectif ne nous a pas permis dans l'entretemps de réfléchir sur ce que sera l'Union sacrée. C'est de ce côté-là peut-être que nous tirons des leçons et qu'à l'avenir, pour aller à une coalition, nous serons beaucoup plus exigeants. Mais quant à regretter, il n'y a pas le moindre regret. Nous l'avons fait pour le bien du Congo. En répondant à l'appel des chefs de l'État, nous lui disons bon vent. Il a aujourd'hui pratiquement les rênes du pouvoir entre ses mains, qu'il conduise le Congo sur des terres où il fera beau vivre. Et nous, les autres, tout comme Fayoulou et tous les autres qui lui succéderont un jour, nous aurons trouvé un fondement qui nous permet d'avancer. Construire un État tel que vous le voyez aux États-Unis, ce n'est pas 1 ou 2 mandats, c'est des décennies. Et le développement, c'est un processus cumulatif. Il n'avait jamais commencé à l'époque de Kabila. C'est comme ça que Félix Tshisekedi se retrouve en difficulté.
Nous le souhaitons de nous placer ces fondements et nous allons poursuivre. La deuxième étape, elle, qui devait succéder à la mise à l'écart de Kabila, elle ne nous a pas souri. Nous mettre ensemble pour le changement, ça n'a pas marché, tant mieux ou tant pis, mais nous continuons le combat. Pourquoi je t'ai dit que je ne pourrais pas être amer et regretter? Puisque après la mise à l'écart de Kabila, c'est que nous avons découvert les révélations qui ont été faites sur le régime dans la gestion des finances publiques, dans les affaires... Parlez de quel régime, de Kabila ou de Tshisekedi? Le régime de Kabila, les révélations qui ont suivi, qui ont succédé à sa mise à l'écart, nous ont démontré que tant que Kabila était au pouvoir, ce pays n'allait jamais avancer. L'économie, non, c'est pas ça le problème. L'économie du pays était complètement phagocytée entre les mains des individus à tous égards, à tout point de vue. Et nous avons appris ce qui s'est passé dans l'affaire Chebea. Quelle cruauté. Ça nous a plutôt conforté de dire merci au chef de l'État qui nous a tendu cette perche et qu'ensemble, nous ayons franchi ces pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est à minimiser, ça c'est sûr. Laisse-moi y aller. Kabila pour anéantir. Non, mais je regrette. Moi, je regrette que la seconde. Je regrette que la seconde. La plupart des Congolais qui vous ont cru dans la neutralisation des Kabila qui vous ont accompagné, aujourd'hui commencent à se dire l'anti-kabilisme n'est plus audible parce que vous ne nous avez pas amené l'alternative. Mike Moukebaï, Kabila est neutralisé, c'est sûr pourquoi vous êtes allé à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est là. Sincèrement, vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est différent de ce qui s'est passé à l'époque des Kabila? Voilà pourquoi j'ai pris mes responsabilités et claqué de manière quelque peu anticipative l'Union Sacrée. Pour ne pas tomber dans les pièges de questions que Perrault Loire me pose. Pourquoi tu veux encore me faire porter au jour d'aujourd'hui la responsabilité de l'Union Sacrée? Pourtant, j'ai claqué la porte. Pourquoi tu veux me dire l'anticabilisme? Est-ce que ce que vous faites est mieux? Moi, j'ai claqué la porte. Non, mais parce que tu reviens tout le temps sur les discours anti-Kabila. Non, je n'ai pas. Tu dis c'était bon de neutraliser. Non. Oui, vous l'avez neutralisé. Oui, et après, maintenant, il faut poser la question aux animateurs de l'Union Sacrée. Je n'en suis plus un. C'est aussi simple. Vous venez de le quitter il y a 3 jours. C'est ça le piège. Oui, mais je l'ai quitté. C'est ce que je n'ai pas voulu. De me retrouver dans cet embarras. Je n'ai pas voulu, je dis, je prends ma responsabilité. Si je n'avais pas encore annoncé mon départ, j'en serais là au jour d'aujourd'hui à défendre certaines choses que je ne partage pas. Comment voulez-vous qu'on mette en marche l'état des sièges, que moi j'appuie, à bras les corps? Et un jour, lors de l'évaluation au niveau de l'Assemblée nationale, les ministres de la Défense reconnaissent que l'état des sièges a été mis en œuvre sans planification. Comment voulez-vous que j'aie confiance dans cette coalition et je continue à l'appuyer et qu'il manque de moyens? Et le chef d'état-major général de l'armée a ajouté qu'il y a un problème qui se pose, et le plus cruel d'ailleurs, il n'y a pas d'effectifs. Ben, où allons-nous? Où allons-nous? C'est là certaines questions qui ont remis en doute ma foi pour l'Union Sacrée. C'est un des projets phares de la coalition, l'état des sièges. Et on vous dit au jour d'aujourd'hui, c'est que la certitude de l'échec est à 100%. La certitude de l'échec, je ne parle pas de la certitude de la réussite, qu'elle est à 100%. C'est les autorités qui gèrent l'état des sièges qui le disent. Et je remarque dans les attitudes et du chef de l'État et de ceux qui gèrent les secteurs les plus névralgiques liés à l'état des sièges, je remarque qu'il n'y a pas eu un rectificatif. Qu'on n'a pas pensé changer de fusil d'épaule. Non, on reste sur la même ligne. J'ai encore suivi Patrick Mouyaya qui développait un certain narratif sur France 24, mais rien de consistant. Rien de substantiel face à ces critiques qui ont été portées à la connaissance de l'Assemblée nationale par le plus direct animateur de l'état des sièges. Interrogeons-nous. Alors je vois le chef de l'État qui se déplace tout le temps, et j'ai encore revu son discours quand il défendait ses voyages, que si ça a coûté 50 millions, mais dans l'entretemps ça a amené au pays $1 milliard. Alors mais quand vous voulez aller vers les investisseurs pour qu'ils viennent investir dans le pays, il faut se déterminer les priorités.
Les priorités, c'est d'aller vers les investisseurs sans avoir créé de conditions ou de commencer à créer les conditions à l'interne. Restons sur l'union sacrée, l'état des sièges, Mike. Aujourd'hui, tu refuses que je te fasse porter la responsabilité de ce qui arrive quand j'évoque le fait que l'anti-kabylisme soit inaudible. Alors, je pose la question à un observateur indépendant parce que tu n'es plus dans l'union sacrée. Est-ce que tu es fier de la manière dont M. Tshisekedi, le président de la République, gère le pays? Est-ce que tu sens, tu étais là, tu as combattu Kabila, est-ce qu'il y a des différences entre ce qui s'est passé à l'époque de Kabila et ce qui se passe actuellement aujourd'hui? Est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas de changement aujourd'hui, Mike Mukebai? Balançons un peu. Je voudrais quand même faire une évaluation. Entre Kabila que vous, Mike Mukebai, tu nous as présenté Kabila comme un diable. Rappelle-toi, tu étais parmi ces fervents opposants, en prison plusieurs fois contre Kabila parce que tu parlais mal de Kabila. Tu dis qu'il fallait le neutraliser. Oui, vous l'avez neutralisé. Mais faisons un peu le comparatif. Là, sans te peur porter la responsabilité, je pose la question à un observateur indépendant désormais. Bon, ouais, d'accord avec toi. Sur cette question-là, je peux répondre. Surtout que tu l'as bien circonscrite. En dégageant ma responsabilité, je vais répondre comme un observateur, je vais répondre comme un acteur qui a un certain niveau, un niveau quand même très très inférieur, qui a participé à l'Union sacrée. Je constate qu'il y a eu quand même des avancées, notamment avec Jules Alinguet. Nous n'avons jamais connu une opération de cette envergure en ce qui concerne l'assainissement des finances publiques. Certains ont quand même répondu et d'autres non, et ça a quand même pu permettre à l'État de renflouer davantage ces caisses. C'est une avancée. À l'époque de Kabila, il avait tenté, je ne sais pas s'il y avait de la volonté, il avait placé le Zolobambi, mais il n'y avait jamais eu le moindre résultat. Les procureurs généraux de l'époque avaient fait plutôt de Zolobambi sa vache laitière. Chaque fois qu'un dignitaire, qu'un opérateur était interpellé, il finissait chez les PGR et il payait, entre guillemets, une amende colossale en termes de demande de liberté provisoire, et l'affaire était bouclée. Il y a eu quand même des avancées, il faut le reconnaître. Il y a eu d'autres avancées, cette sorte de catharsis collective, de libération collective sur le plan psychologique. Ces morts dont nous ne connaissions jamais les explications. Chez Beya, un peuple en a besoin. Ça, c'est un pas que le régime a accompli. Un peuple en a besoin pour être un peuple fort. Un peuple doit avoir une histoire. Félix aura contribué à exhumer cette histoire qui était quasiment enterrée à jamais sous Kabila. Mais je remarque que pendant qu'il y a des avancées, il y a, comme au jour d'aujourd'hui, une perte de repères, que le fait de s'installer au pouvoir commence à griser les hommes en responsabilité au jour d'aujourd'hui. Ce qui a été, par exemple, fait jeudi dernier à Serontour, mais moi me dit que c'est un net recul par rapport aux avancées que nous attendons. Nous n'attendons pas du chef d'État qui vienne procéder à un test de popularité grandeur nature dans la rue. Parce que je comprends maintenant avec la sortie d'Augustin Kaboun sur Top Congo qu'il s'agissait d'un test de popularité pour Augustin Kabouya, pour voir si les chefs d'État n'avaient pas laissé de plumes sur la question RAM et sur la question CENI. C'est pas comme ça qu'on procède en démocratie. On n'en a pas besoin. Il y a des questions fondamentales auxquelles nous attendons de répondre du chef de l'État. La sécurité à l'Est, la scolarité de nos enfants, les écoles n'ont pas toujours réouvert leurs portes. Ce sont là ces questions, c'est pas dans la rue que le chef d'État va aller chercher la popularité. Surtout qu'il est candidat à sa propre réélection. Il va aller chercher sa réélection dans la gestion de la République, dans les actes qu'il pose chaque jour. Détrompons-nous de nous regarder le nombril. C'est un danger que d'être un pouvoir nombriliste. Le pouvoir ne loge pas dans le nombril en se regardant en disant « je suis fort ». Le pouvoir, il loge là. Ne faisons pas cette erreur-là. Ou ne faites pas cette erreur-là, messieurs. Donc, tout autant que nous avançons, je remarque que sur certains cas, il y a un laisser-aller, il y a un certain laxisme. On peut m'expliquer comment est-ce que Eteni Longondo a pu obtenir la liberté provisoire, là où la justice s'est montrée sévère et rigoureuse envers d'autres, comme Vital Kamerhe, comme au jour d'aujourd'hui Matata Pognon. C'est ce que cela ne donne pas finalement raison à ceux qui ont parlé d'une justice instrumentalisée, d'une justice qui est utilisée comme un support d'image du régime. C'est cela toutes ces questions. J'ai dit oui, des avancées, mais il faut encore
aller plus loin. C'est cela ma réponse. Allez, Mike Moukébaï, vous quittez l'Union Sacrée, mais pourquoi Moïse Katumbi hésite encore? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'attendais cette question. Pourquoi son hésitation? J'attendais que tu Il a dit que c'est une question des lignes rouges. La ligne a été franchie par l'Union Sacrée, par le président Félix Tshisekedi. Il dit, il veut se cabrer dans cette affaire des consultations. Est-ce que les consultations ne devaient-ils pas suivre sa déclaration sur la ligne rouge? Est-ce qu'il c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que les gens ne comprennent pas, ne les saisissent pas. C'est tout à fait normal. Parce que lui-même n'a pas encore communiqué. Il est en train de consulter. Il a fini ces consultations-là depuis la semaine dernière. Ce matin, il est à Bruxelles pour une tournée dans quelques capitales occidentales. Je ne sais pas si ça ne va pas le conduire jusqu'aux États-Unis, mais je ne veux pas révéler ici un secret. Mais sache que nous avons des précautions à prendre face à la malveillance. Je pourrais même dire à la malfaisance prévisible de la part de ceux qui vont devenir demain nos alliés d'hier. Ah, vous craignez des représailles? Non, nous ne craignons pas. J'ai dit il y a des précautions, nous sommes en politique. Et nous sommes en train de les prendre aujourd'hui. Pour être à tout moment... Mais fallait-il pas les prendre avant de fixer la ligne rouge? Non, tant mieux. Nous avons la ligne rouge avant, tant mieux, comme nous étions de bonne foi, nous n'avons jamais pensé que les autres franchiraient cette ligne-là. Nous avons pensé que c'était une interpellation à l'endroit des frères. Mais ils l'ont franchi. Donc nous sommes en train de prendre ces précautions. Nous sommes en train de prévenir les débauchages. Nous savions que des gens y ont travaillé et qu'ils veulent opérer un débauchage à large échelle. Et au jour d'aujourd'hui, nous travaillons pour anticiper et pour nous assurer que ça ne sera pas dans cette proportion-là qu'ils attendent. Nous voulons nous assurer nos arrières comme nos avant-postes. C'est tout un travail que nous sommes en train d'abattre ces derniers temps, mais dans le plus grand secret, dans le plus grand silence. Non, mais est-ce que toi tu ne veux pas révéler? On dit qu'Katumbi craint de représailles, étant donné qu'il s'est fautif dans la gestion et dans sa participation de la vie politique avec Kabila, il aurait des cadavres dans le placard. Il sait qu'aujourd'hui, humilier le président Tshisekedi, claquer la porte de manière brutale, on peut lui sortir des cadavres dans le placard. D'abord, tu parles d'humilier. Nous aurons humilié le président en quoi si nous quittons l'Union Sacrée? Nous sommes venus par notre volonté. Nous sortirons de cette union par notre propre volonté. Il n'y aura pas de chantage auquel nous allons céder. Arrêtez ça. Alors, si certains mettent ces chantages en avant, ça signifie que l'Union Sacrée est bien ce régime qui instrumentalise la justice. C'est un chantage ou c'est une vérité? Attends, je vais arriver. Eh bien, c'est... On dit des Katumbi qui a des cadavres dans le placard. Je réponds. Tu parles de représailles. Donc, ce régime instrumentalise effectivement la justice. Tout le temps que nous avions été là, il n'y avait pas lieu de poursuivre Katumbi. Parce qu'il avait été sanctifié par l'Union Sacrée. Et maintenant là, il est redevenu le diable de l'époque de Kabila. Il faut le poursuivre. Instrumentalisation donc, de la justice. C'est comme sur la question du passeport de Olivier Kamitatou. D'abord, il est en droit de détenir ses passeports. Ça, c'est une chose. C'est un passeport diplomatique? Oui, en vertu de la loi portant statut des anciens chefs de l'État, les anciens présidents de la loi n'est pas rétroactive, hein? Mais cette loi parle d'ancien. Mais c'est qui l'ancien? La loi n'est pas rétroactive. Mais attends, quand la loi elle parle... commence là où elle a... J'ai suivi cet argument-là de la part des autres. Elle commence quand elle a été votée. Attends, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais quand cette loi, tu me dis qu'elle n'est pas rétroactive, quand elle parle d'ancien, alors qu'elle-même, elle s'actualise, elle commence un jour, et il devait nous dire les anciens futurs, ceux qui allaient venir. Qu'importe, je concède, il n'y avait pas droit. Je ne suis pas là pour faire la chicane, entrer dans les querelles byzantines. Mais tout le temps que Kamitatou avait fait le déplacement de Kinshasa, quand nous la coulions douce, que c'était le grand amour, le DGM n'avait jamais vu le passeport diplomatique. Une tempo non suspecte jamais. La DGM n'a fait que son travail. Hein. Ouais. À un moment sur ces passeports-là, c'est une propriété de la République. À un moment suspect, tant mieux. Comme elle a fait son travail en t'interpellant, ça te dit pourquoi. Voilà où on conduit le président Félix Tshisekedi. Et là, en t'interpellant doublement. Et à Kinshasa et à Lubumbashi. Tu m'as eu. J'ai eu l'impression que nous étions à l'époque de Kabila. Très interpellé ici. Et les services interpellateurs te relâchent. Apparemment, les services interpellateurs n'ont pas informé son jumeau de Lubumbashi, qui doit avoir l'information qu'il t'a déjà interpellé. Là-bas, tu as à nouveau interpellé. Ça dépasse tout entendement. Qu'importe.
À l'époque de Kabila, à l'époque, qu'on nous fasse ce chantage, nous ne céderons pas. À l'époque de Kabila, les gens ont dit pareil. C'était 2015, Katumbi a pris le risque de rompre avec Kabila. Savez-vous que le jour où Katumbi a atterri à Lubumbashi, qu'il a fait le fameux meeting, 3 faux pénalty, savez-vous que Kabila était dans la ville et que des pressions énormes, intenses avaient été exercées sur Katumbi pour qu'il ne tienne pas ces meetings-là. Qu'à la limite, qu'il concède de tenir ces meetings une fois Kabila en dehors de Lubumbashi. Il l'a fait ce jour-là. Moi, je l'ai rencontré, il m'a dit tous les risques qu'il prenait. Kabila lui avait envoyé des émissaires pour lui dire je t'ouvre la voie de l'exil, tu peux t'en aller. Il dit j'étais déjà parti en exil, je ne l'accepterai plus, je vais me battre ici. Et par la suite, quand il est parti du gouvernorat du Katanga à l'époque, croyez-vous que Kabila n'avait pas le moyen lui aussi de mettre en œuvre des représailles contre lui? Combien d'audits n'ont-ils pas été initiés qui n'ont rien donné? Qu'on le fasse, tant mieux. Puisque maintenant, on utilise l'insertion de l'État contre ses adversaires. Sachez-vous que demain, vous vous retrouverez vous-même dans la même position. Ah, soyez alors blanc comme neige au jour d'aujourd'hui. Nous ne céderons pas à ces chantages. Ce ne sont que des chantages. Si Katumbi a à se reprocher, si certains disposent de preuves contre lui, mais pourquoi vous les exhibez comme un épouvantail pour le faire reculer? Laissez-les partir et mettez vos menaces à exécution. Mais qu'il parte, c'est d'abord. C'est aussi simple que ça. Que lui soit courageux qu'il parte. Mais il a peur. Mais je t'ai dit, ouais. On dit qu'il a peur. Il a peur. Attends. Certains l'appellent précaution, certains l'appellent peur. Attends, il a peur. Il a peur. Il a peur. Pourquoi? Il a peur dans les esprits, dans l'esprit de ceux qui ont la mémoire courte. Ceux qui oublient qu'à l'époque, pour quitter Kabila, les mêmes mauvaises langues ont dit qu'il avait peur de rompre, que Kabila les connaissait assez. Et Kabila, c'était même pire parce qu'ils avaient cheminé ensemble. Félix a connu Moïse Katumbi, lui-même l'a dit en 2014, si je ne m'abuse. C'est à partir de là qu'il a commencé à le fréquenter. J'imagine que Kabila avait plus de raisons de régler des comptes à Katumbi que Félix aujourd'hui. J'imagine que Kabila connaissait Katumbi mieux que Félix aujourd'hui. Mais il a pris les risques de rompre. C'est parce que vous ne voulez pas vous en référer à l'histoire récente, 2015. 6 années au jour d'aujourd'hui, il a dit je pars. Et il est parti. Et nous avons mené ce combat-là ensemble. Ce combat-là lui a valu de se voir priver la candidature à la présidence de la République. Et qu'est-ce qu'on n'a pas monté contre lui? Tant mieux. Notre grand allié, et il restera celui-là. Et c'est avec cet allié que nous allons nous gagner. C'est le peuple congolais. Et plus vous allez les soumettre à des épreuves, plus le peuple se rend compte qu'en fait, en cet homme, il y a une vision pour le Congo de demain. Plus vous le renforcerez. Et demain, il en sortira vainqueur. Nous en sommes sûrs. Donc vous dites quoi? Si c'est cela le destin, son destin, nous l'assumerons. Nous lui apporterons force et courage pour qu'il y arrive. Maître Moukeba, vous voulez dire quoi aujourd'hui? À l'heure actuelle, pour vous, la place de Katumbi n'est plus dans l'Union sacrée. Elle n'y est plus. La cohabitation est impossible. Le plus grand problème dans l'Union sacrée... Parce que c'est lui qui combat, attendez, c'est ça le problème. Non, nous ne combattons pas. On dit qu'il est Jonas, il est à l'intérieur, mais il combat, craquer la porte, attends, le combattre à l'intérieur, c'est donc de l'empêcher de réussir. Où est-ce que vous nous avez vu, nous, mettre le bâton dans le roue au chef de l'État? Où est-ce que nous avons cherché à l'empêcher de réussir? Nous avons formulé des revendications qui sont légitimes. Et ces revendications n'ont pas trouvé de réponse, donc il est temps de se quitter. Les problèmes, c'est lesquels? Tout le reste que j'évoque ici, le problème des structurations, ainsi de suite, ce sont des épiphénomènes. Les vrais problèmes, et c'est celui-là qui va amener à de nouvelles divisions dans l'Union sacrée demain, c'est que nos amis de l'UDPS disent, eux, que la seule candidature possible en 2023 à l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Ça, c'est le sous-entendu. C'est légitime, non? Mais c'est ça. Légitime à eux, alors légitime à nous aussi de partir de l'Union sacrée. Tout autant. Tout autant. Et tous ceux qui sont tranquilles au jour d'aujourd'hui à l'Union sacrée, qui ont un certain leadership ou qui ont une stature nationale, s'ils sont encore là tranquilles, c'est parce qu'ils n'ont pas encore exprimé leurs ambitions. Qu'on ne nous compare pas à Bahati Lukwego, qui a fait son allégeance. On dit, il a une assise, oui, c'est son assise à lui, mais il n'est pas présidentiable. Katumbi est un sérieux présidentiable. Demain, tu verras quand Bemba déclarera sa candidature, parce que ça va venir un jour. Tous ces Bembis-là, ils ne sont pas là pour demain accompagner une autre candidature. Viendra le moment où il va exprimer sa candidature. Tu comprendras alors ce qui divise dans l'Union sacrée. Donc c'est la carrure présidentielle de Katumbi. Oui, séparons-nous. Non seulement la carrure, c'est le seul qui a, sans avoir été président de la République, il a tous les atouts entre ses mains pour devenir président.
il a le minimum de moyens. Je ne vante pas le matériel sur le spirituel, sur l'intelligence, mais il faut un minimum de moyens pour être candidat. Tu devras bien louer un jet, ainsi de suite. Il a le minimum de moyens. Il a un carnet d'adresses à l'international, fourni, assez fourni. Il a le peuple avec lui, il est populaire, d'un bout à l'autre du Congo. Il a l'expertise, il a travaillé dans ce pays. Il a démontré de quoi il est capable à la tête du Katanga. Il a entouré des hommes qui ont travaillé et qui sont capables de lui apporter l'intelligence nécessaire pour transformer ces pays. Il a tous ses atouts en main, il devient redoutable. C'est l'homme à abattre. Déjà depuis l'époque de Kabila, ça ne commence pas aujourd'hui. Nous, ça ne surprend pas. Plutôt, ce que nous surprend, c'est que ça vient des forces du changement. Mais ça ne surprend pas. Il a toujours été combattu. Mais que ça vienne des forces du changement. Ceux-là qui étaient supposés accéder au pouvoir pour transformer le Congo. D'abord sur le plan démocratique. Que ça vienne d'eux. Qui pensent à des règlements de comptes. Qui commencent à se réjouir de débaucher chez les autres. Ce que nous avons dénoncé ensemble. Ça nous surprend un peu. Ça commence à nous douter. C'est à ne plus croire en la bonne foi des politiques congolais. Pourtant, nous sommes appelés à composer. Quand tu regardes à l'étendue de ces pays, tu regardes à la superficie de ces pays, tu regardes au système électoral, aucun d'entre nous ne pourra diriger le Congo à lui seul. Mais nous commençons à nous interroger, nous demander si c'est possible un jour de nous asseoir avec qui que ce soit qui s'est présenté longtemps comme force de changement. Nous demandons maintenant cette bonne foi. C'est comme si ici, chacun d'entre nous qui milite, qui combat pour l'accession au pouvoir, en fait, il ne fait que dans l'objectif de auto que je m'y mette. Comme si on enviait, on convoitait ce qui était là, on y accède, on cherche aussi à se prémunir matériellement. C'est vraiment dommage, et ça, c'est le côté qui me fait le plus mal. Hein. Mais parlons justement des forces de changement. Vous pensez que Katumbi peut se rapprocher des Kabila, par exemple, de Martin Fayulu, dans le cadre de ces blocs-là, appelés par les catholiques et les protestants? Est-ce que vous serez dans la rue le 13 prochain? Nécessité fait loi. Nécessité fait loi. C'est-à-dire? Nécessité fait loi. La fin justifie les moyens. Dans la situation où nous nous trouvons, considérant qu'au jour d'aujourd'hui, une menace sérieuse pèse quant à la transparence des prochaines élections, ces alliances-là sont fort possibles. Avec Fayulu, je crois que ça ne pose même pas de problème. Mais avec le FCC, je pense que ça doit passer par une repentance quand même. J'ai toujours pensé que ce moment ici doit être pris par le FCC comme une opportunité pour aller vers une réconciliation avec le peuple. Il nous sera difficile, en tout cas à moi, en faisant quoi, par exemple? Aller se réconcilier au peuple. Aller reconnaître ce qu'il y a eu de mal et dire au peuple que c'est une page tournée. Ça m'est difficile de m'asseoir à côté de Chadari et de Minakou en ayant à l'esprit comment Chebeya a été assassiné. Comment on lui a donné une double mort. Physiquement d'abord, dans les locaux de l'inspection générale de la police, donc un crime d'État. Et une deuxième mort en cherchant à maquiller son assassinat en crime passionnel. En déployant tout autour, ongles postiches, ainsi de suite, capote, et en lui baissant le pantalon à un mort. S'il vous plaît, messieurs du FCC, aidez-nous à composer avec vous. Peut-être que ça a été facile avec les autres, mais moi, j'ai encore à l'esprit toutes ces images-là. Les dernières révélations dans l'affaire Chebeya m'ont fait foi au dos. Je vous en prie. Si c'était le vrai, si c'est le cas que vous voulez qu'ensemble nous changeons le Congo, faites-ce pas. Ça ne vous diminue pas. Ça vous grandit, ça vous agrandit. Donc c'est pas exclu. C'est pas exclu. Nécessité fait loi. Nécessité fait loi. Ça, je te l'ai dit. Ça, je t'ai dit, je suis un politique. Je ne dois pas être hypocrite. Nécessité fait loi. Tous contre Félix Tshisekedi. Non, ça ne sera jamais tous. Tous pour les élections transparentes. Tous pour les élections transparentes, aussi simple que ça. Pas contre lui, moi je t'avais déjà dit ici, je ne sais pas, sinon je l'ai dit pour la première fois, je disais le jour où je ne serai plus à l'Union Sacrée, jamais je prêterai mes forces à un projet pour le combattre. Parce que j'aurais été un de ceux qui ont milité pour l'avènement de l'Union Sacrée. Donc je souhaite bon vent à l'Union Sacrée. Tous pour les élections transparentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 13 tu seras dans la rue? C'est pas encore décidé à mon niveau, à moi. J'attends. Non, parce que toi, tu décides comme oui, bon te semble. Hein. Alors, quand je décide comme bon me semble, j'ai quand même des repères. Toi, tu décides. Non, attends, oui, ok. Comme je décide, attends. Sur la question, tu diverges un peu avec Francis Kalon. Catégorique, pas question. Attends. Mais quand tu relativises. Attends, quand tu me dis non, je relativise puisque nous avons pris part
à la genèse, à la naissance des forces sociales et politiques. Nous y avons commis un délégué qui s'appelle Maître Papi Mbaki. Ne nous laissons pas nous-mêmes tourner en bourrique, en dérision à ce point devant l'opinion. Non, mais Kalomba dit que Mbaki n'a jamais reçu mandat. Il a reçu mandat du secrétaire général. Le problème, c'est que vous n'avez pas suivi les déclarations du secrétaire général appuyant Maître Papi Mbaki. Et vous n'arrivez pas, beaucoup n'avez pas fait la différence entre la conduite du parti et les affaires du président Moïse Katumbi. Francis est porte-parole du président Moïse Katumbi et non du parti. Donc le parti est autant désordonné au point où le bureau du président ne connaît pas ce que le secrétariat général fait. Toutes ces questions, je te les concède. Si tu parles de désordonnés, je remarque, je ne vais pas esquiver le coup, je le prends en pleine gueule, mais c'est à toutes ces questions que nous allons nous pencher dans les jours à venir, aussitôt que nous aurons réglé la question Union Sacrée, pour mettre de l'ordre dans le parti. Nous sommes un jeune parti qui va avec certaines faiblesses, je le reconnais, et je l'assume. Je demande pardon à l'opinion pour ce malentendu que nous créons entre nous-mêmes. Mais nous devons lever une option claire. Et nos partenaires, nous sommes censés nous présenter devant eux avec une seule voix. Sinon, ils ne prendront pas au sérieux. Nous le ferons. Qu'ils soient tranquilles. Quand tu me dis, j'ai l'habitude de faire de l'unilatéralisme, je t'ai déjà dit que je n'ai pas été en porte-à-faux avec la hiérarchie de mon parti sur ma prise de position. Mais ce qui te surprend, c'est que j'ai fait quelque chose de non classique. Mais en ce qui concerne les forces sociales et politiques, même si je devais, moi, décider de manière unilatérale, tu sais que quand je le ferai en tenant compte de mes repères à moi. Mes repères aujourd'hui, ici, je les ai placés, j'ai parlé de ce moment de pardon. Pour les amis du FCC, ça ne coûte pas grand-chose. Allez, Mike Moukebaï, le président de la République a fait raz-de-marée à son retour ce week-end. Foule immense, nombreuse. Tu es parmi les gens qui sont contre. Pourquoi les succès de Tshisekedi t'embêtent autant? Quel succès? Non, la popularité, t'as vu? Ben oui, alors il y a eu... Les rues étaient bloquées. Oui, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, le problème que les Congolais ont au jour d'aujourd'hui, c'est que le chef de l'État monte ses biceps dans la rue. Alors, je conseille à ces corps, ils ont recommandé de descendre dans la rue, qu'ils les fassent à Beni. Comme ça va arrêter la guerre. Qu'ils les fassent à Goma. Qu'ils les fassent dans les écoles ici. Comme ça, les enseignants vont reprendre. Le chef d'État n'a pas besoin de ça. On sait déjà que l'UDPS est un parti populaire. Mais qui le lui conteste? Mais doubler les moyens de l'État qui ont été débloqués, puisque les moyens de l'État ont été débloqués, sinon, comme disent, avec quels moyens on a loué les bus pour les écoliers d'Embosso, les députés nationaux, qui sont venus à l'heure, pour une fois ils étaient ponctuels. Jamais ils ne sont ponctuels. Quand le plénière commence à 10h, ils débarquent là à 15h. Là, ils étaient ponctuels. Complexe scolaire Mbosso, les écoliers plus ponctuels que quand il s'agit des plénières pour le peuple. Terrible, formidable. Embarqués dans des bus scolaires. Qui a loué ces bus-là pour l'excursion destination aéroport de... Qui a loué, qui a payé? On peut contester par-ci, par-là, dire c'est faux, démentir. Qui a payé les bus? Sur quelle rubrique? Même si c'est un franc, c'est trop pendant que le peuple souffre. Qu'est-ce que ça a apporté au pays? Oui, les opposants, oui. Et ils peuvent démontrer. Ils peuvent descendre dans la rue parce qu'ils veulent avoir l'opinion. Non, le président n'avait pas à être reçu comme ça. Mais il n'en a pas besoin. Puisque nous savons, toi et moi, que ce n'est pas spontané, que des appels ont été lancés la veille. Notamment le tweet du président Jean-Marc Aboun. Et que même si c'était spontané, ça ne se serait pas passé comme ça. Les Congolais ici, ils ne vont pas débarquer en Guinée pour accueillir les chefs d'État quand ils savent que la sécurité ne les permettra pas. Donc il n'y a aucune spontanéité dans cette affaire. Ça nous a servi à quoi? À quoi? La vraie popularité, c'est ce que chacun des Congolais pense de la gestion du président. Ça, c'est la foule. Ce n'est pas elle qui décide dans les urnes. Celle qui décide dans les urnes, c'est la majorité silencieuse. Celle qui n'a pas de parti politique. Celle qui ne connaît pas Moukebaï. Celle qui ne connaît pas Félix. Celle qui voit qu'est-ce que tu as fait pour elle. Dizaines de millions de gens. Elle ne peut pas descendre dans la rue parce que c'est impossible. Sinon, ce serait une invasion. Ces jours-là, les institutions risquent de connaître une menace sérieuse. C'est celle-là. C'est pour celle-là qu'on... Donc quand Kabouya dit que c'était pour montrer que le président était encore aimé... Non, je suis sûr qu'il se trompe d'objectif. Comme toujours. Comme toujours.
J'aimerais bien que le président le fasse à Goma, à Bukavu. Et avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays, tu peux t'imaginer que pour que le président de la République débarque en Djidi et se fasse accueillir par une telle foule, ça a demandé peut-être 24 heures, 48 heures de préparation. À la présidence, et ainsi de suite. Donc, le travail était à l'arrêt pendant 48 heures, rien que pour le préparatif du retour du président. C'est 48 heures pour faire avancer les choses. C'est 48 heures pour envoyer de l'argent à Béni. C'est 48 heures pour trouver comment répondre au manque d'effectifs. Chaque minute qui passe compte. Mais quand on pense qu'on a du temps à dilapider de cette façon, on finit par le payer cash dans les urnes. C'est une approche populiste, très africaniste ici. Vous la voyez chez des chefs d'État ici. J'ai sorti ici, j'ai oublié d'amener mon téléphone. Lui-même, le chef d'État a fait une déclaration. Pourquoi Kaboul ne lui a pas rappelé cette déclaration? Ou Kabouya? Il a dit qu'il ne comprenait pas que les gens qui étaient pauvres, affamés, chantaient à la gloire des dirigeants. Au lieu d'être exigeants comme c'est le cas en Occident. C'est lui. Et ceux qui ont chanté hier, ils ont mangé? Ou avant-hier? Ont-ils mangé? Leurs enfants vont à l'école? Président, ils ont chanté pour toi. Affamés, démunis, dépouillés, dépourvus de tout. Voilà ce que toi-même, tu as dénoncé. Et tu vois, te voilà t'y soumettre. Quel repère? Voilà ce que tu as dénoncé. Nous l'avons retenu, on a dit, voilà la voie pour la postérité, ce que Félix Tshisekedi a dit. Et tu reviens, tu marches là-dessus. Toi-même, monsieur le président de la République. Comment encore croire en toi? Comment te suivre? Ça devient compliqué. Un chef, il est entouré de gens, de diverses natures, et de courtisans et de partisans. Mais le chef sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait, il le fait froidement et c'est pour l'État. Les courtisans, ils sont là. Ils seront toujours là. Mais le chef sait, il s'interroge sur les bénéfices de chaque acte qu'il pose. Quel est le bénéfice pour mon peuple? Pas pour le combattant de l'UDPS. Monsieur le Président, vous n'êtes plus le président de l'UDPS. Vous êtes le président des dizaines de millions de Congolais qui n'ont trouvé aucun compte dans votre retour triomphal. Aucun, zéro. Ça leur a rien apporté. Rien. Laissez-moi vous dire la vérité en face. Rien, zéro. Plutôt, ça les a énervés. Si vous ne le savez pas. Vous êtes en train d'endurcir le cœur des Congolais contre vous. Contre vous, endurcir cette arrogance, ce déploiement de biceps. Ça fait mal aux Congolais qui n'ont pas à manger. Dont les enfants ne vont pas à l'école depuis 1 mois. Qui se posent, s'interrogent sur l'avenir du pays. Bukavu, c'était quand même paisible, capitale des provinces. Il y a 3-4 jours, il y a eu des attaques sur Bukavu. Est-ce que le président de la République s'est déjà prononcé à parler pour assurer Bukavu, les habitants de Bukavu? Le président fait des voyages pour aller chercher des investisseurs. C'est des millions de dollars qui sont dépensés. J'ai dit oui, ok, d'accord. Mais en retour, ces millions de dollars ne pouvaient-ils pas être investis? Donc vous êtes contre ces voyages? Oui. Je n'ai pas parlé d'une centaine. Nous aurions dû investir, parce que les investisseurs, ce ne sont pas le voyage. C'est d'abord de créer des conditions à l'interne qui suscitent l'intérêt des investisseurs. Vous aurez beau multiplier des voyages, si les conditions à l'interne ne sont pas propices, ils ne viendront pas. Je donne un exemple. Il y a quelques jours ici, j'ai vu un groupe d'investisseurs se faire recevoir à la primature par le Premier ministre. Ils ont annoncé la mise en route d'une raffinerie d'or à Bukavu. Nous en avions besoin. Nous produisons beaucoup d'or. Et voilà le Rwanda qui, lui, monte une raffinerie chez lui, alors qu'il n'est pas producteur, en tout cas pas autant que nous. Alors, ces investisseurs qui étaient venus ici, tout enthousiastes, en disant, dans les 2 semaines, 3 semaines, nous mettons notre projet en œuvre, et nous commençons. Ben, ils redescendent à Bukavu, il y a eu une attaque inexpliquée, injustifiée, on ne sait pas comprendre ces gens-là viennent d'où. Ils ferment tout, ils rentrent chez eux, ils attendent 1 année ou 2 ans. Ça signifie qu'il faut d'abord créer des conditions à la terre. Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Un assainissement des climats des affaires, ça, c'est quoi que je crois que c'est une question plus de volonté que de moyens. Avons-nous enregistré des avancées sur l'assainissement des climats des affaires? On continue à proclamer que pour créer une entreprise ici, ça vous prendrait moins d'1 semaine. Mais quand les investisseurs débarquent ici, c'est 2-3 mois. Un investisseur, quand il vient, tout est calculé. C'est un nombre d'affaires. Il s'est dit, j'ai 1 semaine pour créer mon entreprise, qu'un supplément de 3 jours, je reste à Kinshasa pendant 13 jours ou 10 jours, j'ai mon entreprise. Et il va y rester pendant 2-3 mois. C'est l'État congolais qui va lui payer l'hôtel. C'est l'État congolais qui va prendre en charge son séjour. Qu'avons-nous fait
pour rendre des conditions davantage propices ici. C'est sur ça que nous devons nous interroger. Donc, si tu veux mon point de vue, les 50 ou 100 millions investis dans le voyage à la recherche des investisseurs auraient apporté plus de fruits s'ils étaient investis à combattre les ADF. Ça nous aurait amené la paix pour nos populations et en même temps un message indirect aux investisseurs pour dire qu'il y a la paix chez nous. Les investisseurs ne viennent pas par hasard chez nous. Leur premier indicateur, ce sont les compagnies d'assurance. Quand ils arrivent chez vous, avant d'y arriver, ils posent la question aux compagnies d'assurance. C'est un pays à risque, vous allez payer 10 fois plus cher. Il comprend, il ne vient pas. Ça ne sert donc à rien de dépasser autant, sans pour autant fournir autant, peut-être plus d'efforts, à créer les conditions ici. Allez Mike, on va terminer cette émission avec ces deux questions. La première, c'est la situation sécuritaire dans l'Est. tu en as parlé, il y a eu une attaque à Bukavu et depuis hier, on nous dit qu'il y a également quelques escarmouches dans le nord à Kivu. Je sais que c'est une région que tu connais très bien. Ça dénote de quoi tout ça? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Tu sens que la République se met en danger dans cette partie-là? Oui, si. Il faut que les gens disent la vérité au président et que lui-même qu'il ait la bonne appréhension des faits. Vous savez, le problème chez les Congolais, c'est quoi? Et je remarque que ça se reproduit chez chacun d'entre nous. Nous avons ce chic de ne pas pouvoir identifier le problème. Et quand vous n'avez pas identifié le problème, vous n'y apporterez pas la solution adéquate. Vous serez toujours en inadéquation, en déphasage avec la réalité. Les enseignants ne veulent pas reprendre les chemins de l'école, il y a une main noire. Mais écoutez les gars, ils ont 375 000 francs, c'est très peu d'argent. C'est une revendication légitime, sociale. Régler le problème plutôt que de chercher la main noire. À l'Est, qu'est-ce qui se passe? La remise en cause vient d'abord des animateurs de l'état des sièges, les ministres de la Défense et les chefs d'état-major de l'armée. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut remettre en cause l'état des sièges. Au niveau de l'Assemblée nationale, ne nous voilons pas la face, et au niveau du chef de l'État lui-même. Ça signifie que ce que le chef d'État a dit, que je n'élèverai l'état des sièges que quand les raisons qui ont conduit à la mise en place de ces raisons auront été extirpées, que ça ne tient pas la route, qu'il faut une certaine remise en cause au jour d'aujourd'hui. Problème de moyens, comme l'a dit le ministre de la France, c'est pas moi qui l'ai dit, problème d'effectifs. Trouvons la réponse à ces préoccupations évoquées par eux-mêmes, les animateurs, au plus haut niveau de l'état des sièges. Mais plus encore, au jour d'aujourd'hui, nous nous interrogeons. État des sièges à Goma, état des sièges à Beni, donc Ituri et Nord Kivu. Donc nous supposions, quand nous avions commencé cette opération, que du moins les Sud Kivu étaient plus ou moins tranquilles, sauf certaines zones périphériques, en dehors de Bukavu, où règne de Maï Maï. Mais depuis plusieurs années, pour la première fois, Bukavu, qui a connu une quiétude pendant longtemps, connaît une attaque. On ne s'interroge pas. On va dans les comparaisons qui n'ont aucune commune mesure. On dit que d'ailleurs Kunda avait pris, nous on n'en a pas pu nous prendre. Kunda, c'était profitant de Masunzu. Masunzu, il y avait encore l'administration RCD sous la 1+4, toutes ces complicités. Et Kunda était une rébellion basée à Goma, avec la complicité de Seroufoulik et administration RCD 1+4. Il a traversé le Nord Kivu pour venir apporter appui à Moutebousi, plutôt c'est pas à Masunzu. Et après, c'est suite à des pressions diplomatiques qu'il avait quitté la ville. Et qu'il valait mieux d'ailleurs avoir un rebelle comme Kunda que plutôt ceux qui ont attaqué la ville ici. Parce que Kunda était une rébellion connue, avec des revendications claires, donc tu peux négocier avec lui. Ceux qui ont attaqué Bukavu ici, nous ne savons pas d'où ils viennent et quelle est leur revendication. Et où ils se sont repliés. C'est beaucoup plus compliqué. Plus compliqué d'autant que cette attaque nous révèle qu'il y a des failles graves, des défenses graves au niveau des services de renseignement, et civils et militaires. Ça signifie qu'un territoire congolais, de gens 50, 100, 200 peuvent se retrouver quelque part, comploter, créer un mouvement rebelle, trouver des armes et attaquer une capitale de province. Un pays qui est organisé sur le plan de la sécurité, sérieusement, ne peut connaître des menaces qui viennent que de l'extérieur. Pas en son sein. C'est une grande faiblesse. Et donc, ça demande au chef de l'État de taper du poing sur la table.
Donc c'est très grave. Nous avons tous applaudi à demain qu'ils ont battu en retraite. Mais ça signifie quoi? Qu'ils se sont repliés. Donc c'est une insécurité qui va s'installer aux abords et dans Bukavu. Alors maintenant là que nous avions déjà des provinces sous état de siège et que nous n'arrivions pas, faute de moyens et d'effectifs, à répondre aux besoins opérationnels, s'il y a maintenant une troisième attaque qui s'installe dans la durée sur Bukavu, aurons-nous les moyens de répondre? Donc ça signifie que la situation est très délétère. Très très délétère. Ça signifie qu'il n'y a pas à se flatter, il y a à s'interroger. Il y a à interroger les institutions qui ont en charge la question de sécurité. Il y a à interroger INZON. Il y a à interroger la DGM. Il y a à interroger les renseignements militaires. Il y a à interroger, il y a à interroger, il y a à interroger. C'est très grave ce qui est arrivé. Et voilà que ce matin, comme si cela ne suffisait pas, nous apprenons qu'aux alentours de Bunagana, Chandou, Rounioni, de zones que j'ai connues quand j'étais encore journaliste, que j'ai couvertes dans mon travail de journaliste, ces zones-là serrées sous contrôle des rebelles, semblerait-il M23. Si ce sont les M23 qui ont attaqué ces zones, c'est encore une défaillance grave. Parce que vous saviez que historiquement, ces gens-là s'étaient installés dans un camp militaire ou une base militaire comme réfugiés en Ouganda et que depuis un moment donné, ils s'étaient évaporés dans la nature. Donc il fallait s'y attendre. Il fallait placer ces zones-là en alerte. Il fallait que nos renseignements militaires travaillent à retrouver les traces de ce genre-là. Et même le renseignement civil, s'ils ne l'ont pas fait, c'est encore grave. Si c'est confirmé que c'est le M23 qui a pris cette partie, qui a pris le contrôle de cette partie de la République, c'est davantage grave. C'est une défaillance grave. Donc tu as raison de quitter l'Union sacrée. Alors, donc tu vois toutes ces questions. Hein? C'est pour ça que tu as quitté l'Union sacrée. Tu vois toutes ces questions. Plutôt que de consacrer son temps à toutes ces questions et de dire que le Congo connaît des problèmes graves et sérieux, des gens passent de jours entiers à réfléchir sur comment réserver un accueil triomphal au chef de l'État. Et par la suite, ils se mettent dans la communication de l'après-vente, après-service. Ils sont dans le média. Ils prennent le temps de faire les services après-vente. Là où les Congolais ont de sérieux problèmes qui touchent à leur existence. Mike, et monsieur Sili. C'est dommage. Monsieur Sili. Bon, écoute, Union sacrée, tu es dans l'Union sacrée, déterminé avec d'autres pour obtenir un nouveau rapport de force et pouvoir changer de choses, et que tu sens que ça ne vient pas, comment tu vas poursuivre ce combat-là seul? Donc tu ne combats plus. Mais j'ai fait mon combat, je vais continuer mon combat autrement, je vais initier... Le départ d'Ngobila n'est plus une priorité. Comment je vais l'obtenir? Mais ce serait naïf de ma part de continuer. J'aurais tout dit, j'ai tout dit. Les restes, maintenant, j'appelle les Quinois eux-mêmes à tirer les conséquences en 2023. Tu voteras chez Koko Moulumba? Tu dis? Tu voteras chez Koko Moulumba comme vice-président? Pourquoi veux-tu que je parle de mon vote maintenant ici? Non, bon, je ne parle pas du vote, je parle de l'homme. Non, pourquoi tu veux que je parle de mon vote maintenant? Non, je veux parler de l'homme. Tu penses qu'il mérite de remplacer... comment il s'appelle? Fumwabanga Moyo, comment il s'appelle? J'ai pas de commentaire. Oh, moi j'ai Koko le bâté. J'ai pas de commentaire. Je fais pas de commentaire. Ah bon? Mais pas de commentaire. T'as pas un candidat gentiment, qui mérite le poste gentiment, sans aucune rancune, je te dis que je n'ai pas de commentaire à faire. Sur la candidature de Jérôme. Mais si c'est lui qui passe, je lui dis bonne chance, bon vent. Ben ok. Mais moi, je n'ai pas de commentaire. Allez, merci d'être venu. Ça m'intéresse. Les amis, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'honorable Mike Mokeba Nkosu, député provincial élu de la circonscription de Lingwala ici à Kinshasa. On a donc fait la ronde de l'actualité politique avec lui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise qui m'habille encore ce matin. Vous aimez cette veste-là? Appelez Judith Londolé. Qu'est-ce qui te fait rire? Ben, tes beaux costumes que tu présentes tout le temps, hein? Bah, écoute, je trouve ça mimi, comme disent les enfants, c'est mignon, bon, bref. Ouais. Tu veux en avoir? Regardez les spots publicitaires qui passent juste après cette émission. Appelez donc Judith Londolé Betoko, chemise, veste, pantalon, chaussures, et même la montre. Elle est même dans la vente des montres aussi, même la montre, donc si elle vous intéresse, appelez donc notre partenaire Judith Londolé Betoko. Allez, l'émission est terminée. On retient que Mike a quitté l'Union sacrée. On retient que
Lobo a été innocenté. Hein? Lobo a été innocenté, il a été jugé valablement au tribunal des grandes instances de Kinshasa et qu'il a été déclaré innocent. Allez, retrouvons-nous la semaine prochaine. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.